Produit par Binge Audio. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai dit adieu à mon ventre plat à la ménopause. Peut-être avez-vous l'impression de grossir davantage qu'avant, d'être plus fatigué quand vous faites des excès. Eh ben, c'est pas qu'une impression. À la ménopause, le foie supporte de moins en moins le sucre. Et oui, mes chéris, l'alcool en fait partie. Le corps a aussi plus de mal à le transformer, ce qui contribue à l'apparition de kilos disgracieux qui peuvent avoir tendance à se nicher autour du ventre. Attention toutefois, les glucides sont aussi indispensables. Il importe juste de faire le tri. En mangeant la bonne quantité de sucre, ni trop, ni pas assez, vous verrez que vous y gagnerez en énergie. Mon invitée est psychologue nutritionniste. Elle a écrit un livre intitulé « La révolution ménopause » chez Solar et Dr Good. Alors faut-il arrêter complètement le sucre ? Elle va nous dire tout ça. Bonjour Laurence Aura. Bonjour tout le monde. Je suis très contente que tu sois avec nous. Alors, sur Instagram, on te connaît sous le nom la psy des kilos. C'est important, je crois, de parler de mental aussi, quand on parle de poids. Oui, alors en réalité, quand on parle de poids, on parle aussi du corps, on parle de l'image corporelle, l'image qu'on se fait de son corps, on parle du schéma corporel, on parle de la société, on parle de l'éducation qu'on a reçue, comment les parents étaient avec le corps de l'enfant. Donc très vite, et quand on parle alimentation, on parle aussi émotion, on parle éducation alimentaire, dans quelle région du monde on est né, qu'est-ce qu'on a mangé, qu'est-ce qu'il y avait sur la table, quels sont les plats doudous. Donc en fait, énormément de choses en lien avec la psychologie au sens large. Alors, est-ce que j'ai raison de parler du foie ? Est-ce qu'il devient moins tolérant à la ménopause ? Alors, pas exactement. Disons qu'à la ménopause, il y a avec le vieillissement, parce que c'est quand même des choses qui marchent ensemble. Oui, c'est ça. C'est parce qu'on atteint un certain âge qu'on arrive à la ménopause. Disons qu'il y a tellement de transformations dans tellement de tissus qu'il y a tout un tas de mécanismes qui semblent pas excessivement délétères, enfin pas excessivement problématiques pour chaque tissu, sauf que tout mis au bout, ça fait une espèce de grande chaîne de dysfonctionnement. Donc oui, le foie, notamment parce que comme on a moins d'hormones féminines, relativement parlant, on n'en a pas plus, mais on en a plus par rapport aux hormones féminines qui ont disparu. On a plus d'hormones masculines. Mmh. Et ces hormones masculines, elles entraînent des problématiques, notamment de foie gras, donc qu'on trouve souvent chez les hommes et qu'on peut trouver chez les femmes après la ménopause. Et c'est quoi le foie gras ? Le foie gras, c'est que le foie, il s'occupe de transformer le gras. Et selon ce qu'on mange, il stocke du gras. Et quand il stocke trop de gras, il devient foie gras, comme les canards et les oies qu'on mange à Noël. Et c'est problématique parce que ça engorge, si tu veux, le foie. Et on ne peut pas rester avec un foie gras parce que ça entraîne d'autres problèmes de santé. Alors, le sucre, puisque c'est l'objet de notre épisode, contrairement à ce qu'on pense, c'est vraiment une idée reçue, il ne donne pas forcément plus d'énergie. On peut au contraire être très fatigué quand on en mange trop. Alors, tout dépend de ce qu'on appelle le sucre. Le sucre fait partie... Le sucre qu'on ajoute dans son café ou dans un gâteau ou qu'on trouve dans du chocolat ou des bonbons, ça fait partie d'une grande famille qui s'appelle les glucides. Dans cette grande famille, il y a donc ces sucres-là qu'on appelle les sucres libres. Et moi, je te propose que pour cet épisode, quand on parle de ces sucres-là, on dise sucres libres pour s'y retrouver. Ok. À côté, un peu les sucres industriels en fin de compte. Oui, ou ceux que toi tu mets dans ta cuisine. Oui, complètement. Mais je veux dire, c'est pas forcément que industriel. Par exemple, on va trouver... Tu presses une orange le matin, tu as rendu libre les sucres de ton orange. Okay. Alors que quand tu manges ton orange, que ces sucres sont pris dans la matrice de l'orange, là, ce sont des sucres simples qui sont intéressants pour le corps. Le sucre des fruits et des légumes est intéressant. Moins d'ailleurs pour ce qu'il représente comme glucides, comme sucre, mais surtout parce qu'il y a aussi des fibres, il y a des vitamines et des minéraux dans ton orange que tu manges dans sa matrice. Donc le jus d'orange, c'est pas top en fait. Ça a un apport glycémique très important. Alors, exact. Enfin, en fait, tu n'apportes pas plus de sucre que tu boives ton orange ou que tu la manges, mais le fait que que ton sucre soit packagé dans ton orange que tu manges et que tu croques et que tu mastiques, là, ça va être plus intéressant pour le corps de recevoir ce sucre. Hyper intéressant. C'est pas la quantité, en réalité, c'est le conditionnement. D'accord. Donc, il y a ces sucres libres, les sucres simples des fruits et des légumes,
mais qui deviennent libres quand on les presse, par exemple, ou quand on les met en purée, ou ce genre de choses. Et enfin, il y a les glucides complexes. Donc, glucides complexes, c'est tout ce qu'on trouve, ce qu'on appelle les amidons, c'est tout ce qu'on trouve dans les céréales et les légumes secs. Ce qu'on appelle aussi les sucres lents, je me trompe ? Ce qu'on appelait les sucres lents, exactement. On dit plus ça. Non, on dit plus ça. Mais même, tu vois, glucides complexes, glucides simples et sucres libres. Sucre libre, c'est une notion qui est quand même très récente, qui a même pas 10 ans, que l'OMS a définie en tant que telle. Mais parce qu'aussi notre alimentation, elle évolue et qu'en effet, on a de plus en plus de produits transformés qui contiennent des sucres libres. Par exemple, le sucre qu'on va rajouter dans le jambon, que l'industriel va mettre dans le jambon pour que ça garde une belle couleur rosée, que ça donne un peu plus de goût. Ben ça, c'est un sucre libre, le dextrose. Alors, il y a un truc, Laurence, qui m'arrive souvent l'après-midi, alors que quand même, j'essaie de faire attention, c'est de faire littéralement un raid dans le placard à goûter de mes enfants. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec la ménopause, ces subites envies de sucre ? Ça t'arrivait jamais avant ? Ben moins. Ah ouais ? Ouais. Alors, ça peut avoir c'est pas très joli à dire comme ça, mais ça peut avoir à voir avec le fait que, puisque tu fais attention, peut-être que tu limites ton apport de glucides, notamment complexes. Peut-être tu essayes de ne pas manger avec des glucides le matin, peut-être... En fait, j'essaie de ne pas manger de bon bec, ce que tu viens de décrire comme les sucres libres, là. D'accord. Et quand je me rue sur les paquets de gâteaux, clairement... c'est un peu foireux, quoi. Enfin, ça remet en cause tous mes efforts de la journée. Alors non, ça les remet pas en cause. Faut pas te dire ça, parce que sinon, en fait, ce que tu as mis en place, il me semble, dans ce cas-là, c'est plutôt une sorte de diabolisation de ces fameux sucres libres. Il s'agit pas de les diaboliser. On est quand même dans un environnement où, ne serait-ce que dans le placard de tes enfants, enfin des gâteaux des enfants, il y a tout un tas de sucres libres destinés à eux. Quand on mange un gâteau d'anniversaire, quand on passe devant une boulangerie, enfin, on a quand même une culture alimentaire, nous, qui fait la place belle à la gourmandise et donc à ces produits sucrés avec des sucres libres. Donc l'idée, c'est pas du tout de se dire il faut que j'en mange pas et tant que j'arrive à ne pas en manger, tant mieux, je gagne d'une certaine manière des crédits. Non, ça marche pas comme ça parce que notre cerveau est fait de telle manière, et là c'est la psychologue qui parle, notre cerveau est fait de telle manière que lorsqu'on se restreint, lorsqu'on s'empêche, on diabolise un aliment, qu'on se prive d'en manger ou qu'on se prive des situations qui nous permettraient d'en manger, on va focaliser sur cet aliment, créer une espèce d'obsession et potentiellement avoir ce rush et cette envie d'en manger quand c'est disponible. On appelle ça la désinhibition. On lâche les vannes. Et là, c'est ce que les gens appellent communément du craquage ou du lâchage. Mais je te demande ça parce que je me demandais s'il y avait un rapport avec les bouleversements hormonaux, parce que ça me faisait ça aussi quand j'allais avoir mes règles. J'avais envie de sucre. Est-ce que c'est courant ? Oui, alors c'est courant avec les bouleversements hormonaux et ensuite un autre élément aussi plus émotionnel et psychologique. C'est courant parce que en réalité, le sucre en tant que tel, là, celui dont on parle, le sucre libre, il entraîne une production d'insuline par le pancréas. Ça, on le sait, l'insuline, ça permet au sucre de sortir du sang et donc de ne pas charger le sang de sucre. Donc, c'est super. Et cette insuline, elle a plusieurs fonctions, dont une qui est de permettre la mise en marche du circuit de la récompense et notamment d'hormones qui nous font du bien. Ouais. Donc, quand tu es dans les bouleversements hormonaux du syndrome prémenstruel ou de la ménopause, la périménopause, en effet, tu peux vraiment trouver un vrai relâchement agréable de contrôle de soi, de régulation de l'humeur. Je me sens mieux après avoir mangé ça. Le problème, c'est que c'est très souvent associé derrière à de la culpabilité. Et donc là, on rentre dans un cercle un peu infernal qui est de se dire « j'ai fait n'importe quoi, c'est nul, j'aurais pas dû ». Et donc de resserrer les vannes et un jour ou l'autre, mise face à ou dans une situation particulière émotionnelle, de relâcher les vannes. Et tu rentres dans un cercle vicieux qui est assez négatif au bout du compte, pour le poids et pour la tête. Alors il y a quand même beaucoup des femmes que je rencontre et qui sont dans mon entourage qui me disent c'est la catastrophe, la prise de poids à la ménopause. Est-ce que le sucre est en cause avec le gras dans cette prise de poids qui a tendance à se loger au niveau du ventre? Oui, alors il y a plusieurs raisons à cette prise de poids et plusieurs raisons au fait que ce soit au niveau du ventre. Lorsqu'on ne produit plus ces œstrogènes, on a une diminution du métabolisme, c'est-à-dire notre moteur interne, on arrive à faire les choses
qu'on fait d'habitude au niveau corporel ou même dans notre activité quotidienne. Juste, et tu as dû t'en rendre compte, je m'en suis rendu compte, quand je vois des femmes, elles me le disent aussi, on est plus fatigable, on a des ressources d'énergie moins importantes, on a plus de mal à récupérer. Carrément, crever tout le temps, oui, tu veux dire. C'est notre manière de crever, genre, mais crever, quoi. Mais crever plus dur. C'est ça. Moi, parfois, je m'arrête et je dis à mon mari, là, j'ai plus de jus. J'ai l'impression vraiment qu'on m'a retiré la prise. Ça, c'est hyper intéressant parce que moi, je me suis demandé si j'avais pas un problème. J'ai fait toutes les analyses sanguines, etc. J'étais persuadée que j'étais en carence. Cette fatigue permanente, c'est lié à quoi ? C'est lié à nos œstrogènes, c'est comme si on mettait dans l'essence un booster, tu vois, ces trucs qu'on mettait dans les mobylettes là quand on avait 15 ans et qui permettent qu'elles aillent plus vite. C'est exactement pareil. Les œstrogènes, ils boostent notre moteur interne et quand on les a plus, notre moteur, il fonctionne comme il peut avec difficulté. Notamment pendant toute la phase d'adaptation de la périménopause, parce que quand même ce qu'on voit chez des femmes de 60-65 ans qui sont ménopausées depuis une dizaine d'années, c'est qu'elles retrouvent de l'énergie. Donc, ça, j'adore. Quand on me dit que derrière, ça va mieux, j'adore. Ça va aller mieux, ça c'est sûr. Après, ça dépend aussi un peu, tu vois, de l'âge des enfants, parce que tu peux avoir encore des enfants assez petits ou assez jeunes qui te posent des soucis, ou bien des enfants qui quittent le nid, et donc avoir cette pénibilité-là. Bon, voilà, tu t'inquiètes différemment, tu t'inquiètes parfois pour ton travail. Enfin, il y a justement cette dimension émotionnel aussi, à ce moment-là de la vie, qui est une espèce de carrefour personnel, professionnel, hormonal, etc., qui fait qu'on peut avoir tendance à aller chercher de la réassurance, de la compensation, de la récompense vers l'alimentation. Alors, pardon, j'ai digressé. On était en train de parler de la graisse qui a tendance à s'installer autour du ventre. Oui, alors la deuxième raison, donc là, je t'en ai déjà donné deux, c'est-à-dire la dimension émotionnelle, la dimension métabolique, le fameux moteur. Il y a une troisième raison qui est que, au moment de la ménopause, toujours à cause de ces œstrogènes qui manquent à l'appel, on a une fonte musculaire. On appelle la sarcopénie. C'est-à-dire que même si on essaye de lutter contre cette fonte musculaire, en bougeant plus, il va falloir bouger plus pour endiguer cette fonte musculaire. Or, le muscle, c'est ce qui dépense le plus d'énergie dans notre corps. C'est lui qui consomme de l'énergie pour fonctionner. Donc, moins tu as de muscles, moins tu consommes d'énergie. Et si par ailleurs tu manges la même chose qu'avant et que ça te permettait de garder un poids stable, comme là, ton niveau de dépense diminue, forcément tu prends du poids. Parce que quand le corps ne sait pas dépenser l'énergie que tu lui apportes par l'alimentation, il la stocke. Normal. Dans l'évolution de l'espèce, c'est plutôt un bon truc. Tu vois, si jamais il y a une famine ou une disette, on peut faire face. Et enfin, la dernière raison, il y en a toujours une qui m'échappe, attends. Ah oui, la dernière raison, c'est le ventre. Pourquoi le ventre ? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec cette petite ou moyenne ou grosse bouée qui s'installe autour du ventre ? Et bien alors là, c'est aussi lié à ce différentiel d'hormones masculines par rapport aux hormones féminines. On a toujours des hormones masculines, c'est normal. On a toujours de la testostérone, on produit de la testostérone. Mais elle baisse pas à la ménopause. Comme on n'a plus, pour faire le bon équilibre, les hormones féminines de l'autre côté, puisqu'elle baisse radicalement, on se retrouve avec plus d'hormones masculines que d'hormones féminines. Et il se passe ce qui se passe chez nos hommes et chez les hommes en général. Qu'est-ce qu'ils prennent les hommes quand ils vieillissent ? La petite bouée. Voilà, bienvenue au club. Sympa, ils auraient pu garder ça pour eux. Donc, c'est l'explication. Et cette prise de poids, malheureusement, elle facilite les accidents cardiovasculaires. Si elle est trop importante, j'imagine. Oui, alors, il y a tout un tas de critères, comme le rapport, si on mesure sa taille, si on mesure le tour de ses hanches, ce rapport-là, la mesure de la taille tout court, évidemment les mesures biologiques, est-ce qu'on a du cholestérol, est-ce qu'on a de l'hypertension, est-ce qu'on a un prédiabète ou un diabète, tout ça, ça permet quand même de dire, attention, là, il y a un vrai problème avec l'accumulation de la graisse interviscérale, c'est-à-dire qu'au lieu qu'elle soit pout-pout comme ça, tu vois, autour du corps, sous la peau... Ouais, je vois bien. Elle est à l'intérieur, vraiment bien dissimulée, elle entoure les viscères et donc elle les contraint. Et c'est pas bon, ça. Et ça, c'est en effet pas pronostic, mais en tout cas une alerte par rapport au risque d'accident cardiovasculaire. Et est-ce qu'il y a un lien entre consommation de sucre et bouffée de chaleur ?
Alors, il y a un lien entre beaucoup de types de consommation et bouffées de chaleur. Potentiellement, oui, parce que le sucre est inflammatoire. Le sucre libre, toujours le même, est inflammatoire. Donc oui, il peut y avoir ce problème-là. Il y a aussi ça entre l'alcool, la prise d'alcool et... Ah oui, d'ailleurs, et les bouffées de chaleur. L'alcool ne contient pas de sucre. Ah bon ? Non. Ah bah, première nouvelle. Oui. C'est qu'en fait, pour pouvoir faire de l'alcool, les petites bactéries, la fermentation qui s'opère, elle prend le sucre des raisins et elle le transforme en alcool. Ouais. Et quand, par exemple, un vin titre à 12, 13 ou 14 degrés, c'est qu'il était plus ou moins sucré. Plus il est sucré, plus il va titrer fort. Tu vois ? Donc, en fait, ça s'arrête, la fermentation malolactique s'arrête faute de combattants côté sucre. Donc, il n'y a plus de sucre. Mais en revanche, l'éthanol, la molécule qui a été produite par cette fermentation à partir du sucre, l'éthanol est très riche en calories. L'éthanol, c'est 7 calories par gramme. Ouais. Là où 1 gramme de sucre, c'est 4 calories. Ah oui. Et 1 gramme de gras, c'est 9 calories. Donc, tu vois, ça positionne l'alcool énergétiquement parlant, entre le sucre et le gras. Et ensuite, on le sait, quand on a froid pendant toute sa vie, on dit, bois un coup, ça va te réchauffer, parce qu'on a une partie de cette énergie qui part en énergie thermique. Donc, ça fait de la chaleur. Comme les bouffées de chaleur, c'est déjà une dérégulation de notre thermostat interne. Si tu ajoutes de la chaleur, ça va pas du tout, et en général, c'est pas très agréable. Ça fait la même chose quand tu manges épicé. Tu manges épicé, toute ta vie, tu t'as chaud, tu transpires, etc. Et ben, ça peut déclencher des bouffées de chaleur. Oui, je confirme. Et le café aussi. Mais ça, c'est peut-être parce que c'est un excitant. Oui, tous les excitants, c'est la même chose. Mais alors ça, j'ai constaté effectivement. Mais sur l'alcool, quand même, j'ai vraiment l'impression que je supporte plus du tout. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être épuisée si j'ai bu 2 verres la veille, par exemple. Oui. Ça aussi, c'est un rapport avec la périménopause, la ménopause ? C'est marrant parce que quand j'ai fait mon livre, j'ai rien trouvé là-dessus. J'ai juste constaté avec mes patientes, parce que je vois énormément de femmes et énormément de femmes qui traversent cette période. Je suis en consultation avec elles, en one-to-one, donc on a vraiment le temps, et je travaille sur leur alimentation, sur leur corps. On a vraiment le temps d'aller profondément dans tout ça. Et en fait, il y a beaucoup de femmes qui se plaignent de ne plus supporter l'alcool. Ma mère était comme ça, mais bonne nouvelle, ça revient. Ah, chouette, vivement la soixantaine, c'est ça ? Ben oui, en fait, cette dizaine-là, c'est un peu la dizaine de l'installation de toute la suite, et c'est vrai qu'elle peut être un peu problématique ou difficile à traverser. Bon, après, c'est pas un but en soi de pouvoir continuer à picoler, évidemment. Puis après, il y a quand même la dimension énergétique de cet alcool. Quand on parle de poids et de problèmes de poids, 7 calories par gramme, c'est évident que tu renforces l'apport énergétique de tes repas quand tu bois de l'alcool. Mais c'est pour ça que je me demandais si le foie n'avait pas un rôle là-dedans. C'est-à-dire que peut-être il était saturé à un moment donné, à ce moment-là, des bouleversements hormonaux, et que donc l'alcool, on supportait moins. Mais tu veux dire qu'il n'y a pas de traces scientifiques Non, pour l'instant, on n'a pas d'éléments, mais tu sais, c'est un vrai sujet. On n'a aucune recommandation aujourd'hui alimentaire concernant les femmes autour de l'installation de la ménopause. Donc, dans cette période de grands bouleversements, on nous a pas étudiés. En fait, on s'en fout. Non, on est des femmes, puis en plus, ménopause, tu vois. On est des femmes, on est vieilles. C'est ça. Donc, il n'y a pas de recherche. Il n'y a pas de recherche, ou en tout cas, s'il y en a, pour l'instant, elles sont très discrètes et elles ne nous ont pas donné de recommandations particulières à part manger 3 produits laitiers au lieu de 2 pour le calcium, parce qu'il y a quand même, le poids, c'est une chose, mais si tu veux, c'est aussi une période où, en dehors du poids, il faut penser un peu santé plus globale, et les 2-3 grands risques chez la femme qui arrive à la ménopause, sachant qu'on va passer 40% de sa vie en situation d'être ménopausée, ça vaut quand même un peu le coup de se pencher sur la question. Et merci de t'y pencher d'ailleurs, et de m'avoir invité à m'y pencher avec toi. Plaisir. Le fait est qu'on a des risques cardiovasculaires qui redeviennent les mêmes que ceux des hommes du même âge, parce qu'on n'a plus la protection des œstrogènes, sauf pour les femmes qui sont sous traitement hormonal de la ménopause, qui continuent à avoir cette protection. On a une fonte musculaire qu'il va falloir vraiment réactiver, parce que moins de muscles, ça veut dire aussi moins d'équilibre, ça veut dire moins d'autonomie ou une perte plus rapide d'autonomie. Et puis, on a le risque d'ostéoporose, c'est-à-dire que c'est pour ça que je parlais du calcium et vitamine D, super important à cette période de la vie aussi, pour contrarier la baisse de densité
osseuse en calcium. L'ostéoporose, ça donne des personnes qui se cassent, qui font des fractures presque spontanées. Mmh. Et alors, une des conséquences de la ménopause dont on parle assez peu, c'est qu'elle facilite le diabète. Oui. Pourquoi ? Alors d'abord parce que les œstrogènes, nos amis les œstrogènes, non mais c'est fou quand c'est ce que dit le poète, hein, une seule hormone vous manque et tout est dépeuplé. C'est exactement ça là, franchement. Enfin il y en a deux, il y a la progestérone qui commence, puis après les œstrogènes, boum. Les fameux œstrogènes sont impliqués dans le métabolisme des glucides, c'est-à-dire qu'ils font en sorte ils contribuent à ce que lorsqu'on avale des produits qui contiennent des glucides, donc tout ce qu'on a cité tout à l'heure, que ce soit des glucides complexes, que ce soit des glucides simples ou que ce soit des sucres libres, ils vont faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accumulation de ce produit, de ces différents types de glucides, dans le sang. Lorsque les œstrogènes diminuent, on a une baisse de la fonction pancréatique aussi, moins d'insuline ou une résistance des cellules qui ne sont plus sensibles de la même manière à l'insuline. L'insuline étant la clé qui ouvre la porte des cellules pour qu'elles puissent recevoir le sucre, sous toutes ses formes, le glucose disons, et le fructose. Donc c'est vraiment un moment particulièrement important pour revoir son alimentation, à la fois sur les quantités de glucides et de gras, parce que le trop de gras peut aussi donner une résistance à l'insuline des cellules. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir une alimentation la plus harmonieuse possible. Et je pointe ça parce que je sors d'une réunion où on nous a montré sur une cohorte de 600 et quelques femmes que, en fait, les femmes à la périménopause mangent moins de glucides, donc des fameux sucres, grande famille des sucres, mais plus de lipides qu'avant. Et le problème, enfin moi, mon interprétation, pour l'instant, on fait des hypothèses, mais mon interprétation, c'est que lorsque vous avez moins de glucides dans votre assiette, vous allez le remplacer par du gras. Voilà. Des lipides. Oui, non, mais c'est vrai, de façon tout à fait inconsciente. Tu vois, tu te dis pas, mais quand je vois, tu vois, sur Instagram, les petits déjeuners hyper healthy avec de l'avocat, du saumon fumé et un œuf, c'est pas bien. C'est hyper gras en fait. Ouais, t'as raison. Ouais. La balance glucides-lipides est très en défaveur des glucides et très majoritairement lipides. Et pourquoi les gens font ça ? C'est parce qu'on leur a dit, faut pas petit déjeuner sucré. Mais quand on dit, faut pas petit déjeuner sucré, c'est par exemple des céréales ou du pain de mie avec du miel dessus et un jus d'orange. Ça, c'est un petit déjeuner sucré. Ouais. Maintenant, si tu ramènes, que ce soit sucré ou salé en goût, des protéines dans ton petit déjeuner, comme là, par exemple, dans le saumon fumé et l'œuf, il y a des choisis quoi, c'est ça. T'en prends un ou deux, pas trois ou quatre. Déjà, tu mets pas tout ensemble sur la même tartine, par exemple. Ou bien, tu peux très bien faire des crêpes. Des crêpes, ça a une saveur sucrée, mais tu as dedans des œufs, du lait, éventuellement un peu de beurre pour la faire cuire et de la farine. C'est pas spécialement un petit déjeuner sucré, même si la saveur est légèrement sucrée en bouche. Alors c'est intéressant ce que tu nous dis là, parce que il faut pas jeter tout avec l'eau du bain. Non. On a besoin de sucre, on a besoin de glucides dans notre organisme. Tout à fait. C'est hyper important parce que ce sont les glucides, mais j'ai vu que tu avais reçu des médecins, etc. Et vraiment, c'est intéressant de comprendre que les glucides, on a plusieurs tissus qui sont glucodépendants. Glucides, dépendants des glucides. Ce qui veut dire que ces tissus-là, dont le cerveau, ne se nourrissent que de glucides. Ils ne savent pas se nourrir d'autre chose. Donc l'idée, c'est quand même d'apporter suffisamment de glucides pour avoir un fonctionnement intellectuel à peu près cohérent. Oui, parce que les glucides permettent le bon fonctionnement des neurones. Hein. Oui, c'est ça, exactement. Et du cerveau en règle générale. C'est les glucides qui alimentent le cerveau. Si tu veux, c'est comme dans ta voiture où tu vas mettre de l'essence et de l'huile. L'huile ne va pas remplacer l'essence, ni l'essence l'huile. La voiture a besoin des deux. Là, c'est pareil. Les glucides, en l'occurrence, ton cerveau, il a besoin de glucides pour fonctionner et pour faire fonctionner les neurones. Sachant qu'à cette période, on peut être en plus victime de flou cognitif, tu sais, flou intellectuel. Bien sûr. Problème de mémoire. Brouillard mental.
On appelle ça aussi le brouillard mental. Exactement, le brouillard mental. Donc c'est vrai que c'est pas la peine de mettre en plus le cerveau en mode restriction de j'ai plus rien pour fonctionner et en plus il y a du brouillard mental. Donc je pense qu'il y a aussi un vrai impact sur le sommeil. C'est-à-dire que j'entends beaucoup de femmes qui disent non mais moi je mange plus de pâtes de pain, etc. le soir. Parce qu'après je dépense rien. Alors si, notre corps il dépense toute la journée basiquement pour fonctionner de manière totalement vitale. Beaucoup d'énergie, beaucoup plus que ce qu'on croit. Même si on dort, et même quand on dort, on a des sursauts, on bouge, on se retourne, on a chaud, on a froid, on thermorégule. Donc tout ça, c'est de la dépense d'énergie. On rêve, c'est de la dépense d'énergie. Donc on dépense de l'énergie quand on dort, et surtout, le fait de ne pas avoir de baisse de glycémie, le taux de sucre dans le sang, pendant la nuit, ça va permettre d'assurer un sommeil de meilleure qualité. Ah oui. Et ouais. Donc, on n'a pas peur de se faire un plat de pâtes le soir avant de dormir. Parce que c'est vrai que parfois, l'idée reçue, c'est que ça fait grossir. C'est ça. Alors non, on n'a pas peur de faire un plat de pâtes, mais c'est mieux si ces pâtes, il y a du tofu, si on mange pas de viande ou de poisson, ou du thon, ou un poisson X ou Y, ou un œuf avec. Et puis, c'est encore mieux s'il y a une soupe en entrée, ou bien une salade verte à côté, ou des petits légumes sautés. Et c'est là où on retrouve un équilibre dans l'assiette qui permet que chaque chose soit bien absorbée. Manger équilibré, voilà. Ouais, mais en fait, le problème de l'équilibre alimentaire, c'est que c'est devenu tellement une tarte à la crème que, un faux nez, en fait, sous l'équilibre alimentaire se cachent les régimes. Et pour savoir de quoi chacune a besoin, et chacun a besoin, en fait, il faut déjà comprendre quels sont ses besoins. Quand est-ce que vous avez faim ? Quand est-ce que vous êtes rassasié ? Parce que ça sert à rien de se dire je vais me faire un gros plat de pâtes si en réalité avec un quart de l'assiette j'ai assez. Tu vois, donc déjà ça part de là. Quels sont mes besoins ? Ensuite, comme je compose l'assiette, globalement on sait tous à peu près comment il faut composer une assiette. Mais l'idée c'est de se priver de rien pour toujours répondre de manière adéquate aux besoins du corps. Tu parlais du corps que les femmes ont tendance à surveiller tout le temps. Je voudrais m'arrêter un instant, et là on sort un petit peu de la nutrition, sur un passage de ton livre qui m'a marqué, qui concerne nos mères. Tu dis quelque chose d'assez cruel, mais d'assez juste, que, je cite, « L'image du corps de la mère ayant passé la ménopause est souvent vécue par sa fille comme un repoussoir, le corps qu'elle espère ne jamais avoir. » C'est dur, hein ? Ouais, c'est dur. Mais c'est vrai que l'agisme passe par là. Je pense que oui, tu as raison, il y a l'agisme. Je pense aussi qu'il y a souvent entre les corps des mères et des filles quelque chose qui s'est installé depuis très longtemps. La mère a projeté quelque chose dans le corps de la fille. Il ne faudrait pas qu'elle ait le même corps que moi, il faut qu'elle soit aussi mince que moi, etc. Donc c'est assez conflictuel. Et puis les corps des mères ont changé avant ce défi, évidemment, puisque elle croise la ménopause plus tôt dans la vie des filles. Et donc, à un moment donné, ça devient je veux surtout pas ressembler à ça. Et alors, j'en parle d'autant plus à l'aise que ma maman est très fine. Enfin, on n'a pas du tout la même morphologie. Donc, c'était pas une balle perdue pour ma mère. Mais j'entends tellement les femmes parler de ce référentiel du corps de la mère, avec même parfois des situations comme ma mère a un problème de poids, de surpoids. Elle n'a jamais réussi à maigrir. Je ne peux pas m'autoriser, moi, à réussir là où elle a échoué, sorte de conflit de loyauté. C'est pour ça que t'es psy et nutritionniste. C'est exactement ça. Mais en même temps, c'est vrai, c'est parce qu'on nous apprend à haïr la vieillesse. Hein. Je parle même pas des kilos. La vieillesse, elle nous dégoûte en quelque sorte. C'est ce que tu dis en fait. Oui, c'est ce que la société nous envoie, bien sûr. Moi, je la trouve pas du tout dégoûtante. Mais c'est pour ça qu'il faut faire ce travail-là, parce que on nous a appris à avoir peur de notre corps qui vieillit. Oui, et je crois que on nous a appris et on est rentré dans cette croyance et ce schéma qu'on n'existe plus à partir de 50 ans, qu'on est une mémère, que alors il y a des gens qui s'expriment, il y a des femmes qui se montrent, il y a des choses qui se font, des événements, qui permettent qu'on ouvre la parole et qu'on dise mais attends, la femme, moi ce qui m'a sidérée quand j'ai commencé mon livre, c'est de me dire on va vivre pendant 40 ans au-delà de cette période. Donc en fait, on peut pas nous ignorer, c'est pas possible, on peut pas ignorer 14 millions de femmes en France. C'est ça, 14 millions de femmes qui sont ménopausées. C'est ça. Donc 500 000 nouvelles qui arrivent chaque année. On peut pas faire comme si on n'existait pas. Bienvenue au club les filles. Les 500 000 là. On est un grand club. Toi, tu l'as vécu comment d'ailleurs ? Qu'est-ce que tu as changé ? Parce que là, pour le coup,
t'étais aux premières loges pour savoir ce qu'il faut changer dans ses habitudes. Alors, moi, j'ai eu un peu 3 périodes. J'ai eu la période, j'ai eu une hystérectomie, c'est-à-dire on m'a enlevé l'utérus à 47 ans, donc j'étais pas du tout ménopausée à ce moment-là. Donc je l'ai très bien vécu, j'étais ravie de plus avoir de règles, parce qu'il faut quand même dire que la ménopause, c'est aussi plus avoir de règles. Oui, quand même topissime. C'est une libération. Ouais. Mais du coup, tu as eu la ménopause à 47 ? Non, on m'a enlevé que l'utérus, mais pas les ovaires. Donc bien, les ovaires ont continué à faire leur travail de production d'hormones, mais plus de... Enfin, les ovocytes n'avaient plus de destination. Et donc, dans un premier temps, ça a été une libération de ne plus avoir de règles, mais j'ai aussi perdu toute possibilité de savoir où j'en étais dans la ménopause. Donc, ne sachant pas, puisque je n'avais plus de règles, si elle s'espacait, si elle se rapprochait, si j'avais plus mal, moins mal, en fait, j'ai traversé jusqu'à 54 ans les choses de façon assez... rien quoi. T'avais pas de symptômes? J'ai compris plus tard que j'avais déjà des symptômes, mais je les identifiais pas, je les rattachais pas à la ménopause, comme la plupart des femmes d'ailleurs. Notamment, j'avais beaucoup de tendinite, mais à partir de 50 ans, mais je rattachais pas ça à la ménopause, alors que c'est une des grandes raisons d'en avoir. Et ensuite, j'ai commencé à écrire le livre. Et là, j'ai eu l'impression d'avoir tout. C'était horrible. J'avais des bouffées de chaleur de fou, je dormais plus, j'étais hyper énervée, j'avais l'impression d'avoir un dragon à l'intérieur de moi qui suis plutôt assez calme, là, d'un coup. Elle est sortie, c'est ça. Voilà, la ménopause est sortie de toi. C'était l'épiphanie de ma ménopause. Et ensuite, quand j'ai compris ce que je pouvais faire, ce que je pouvais changer, quand j'ai compris que il n'y avait rien qui était par hasard, mais que c'était rattaché à ça, par exemple, on parlait de l'alcool tout à l'heure, j'ai arrêté de m'obstiner à vouloir essayer de boire un verre et à avoir une barre le lendemain au-dessus du front pendant toute la journée. J'avais l'impression d'avoir picolé 2 bouteilles alors que j'avais bu juste un verre. J'ai arrêté de manger certaines choses. Pas que moi. Non. Ouais. J'ai arrêté de manger tard le soir parce que j'arrivais plus à digérer, que ça me rendait malade. Parce que, en effet, le tube digestif aussi, lui, est un peu moumou. Ralentir, ramolli, la digestion est plus difficile. Donc, je me suis adaptée et en m'adaptant, alors j'avais les bons éléments en ayant écrit ce livre évidemment, mais en m'adaptant, je trouvais que finalement ça allait quoi. Puis j'avançais en âge et aujourd'hui j'ai 57 ans et voilà, j'ai un peu l'impression que ça continue à grincer un peu au niveau des articulations ou des tendinites, mais j'ai plus de bouffées de chaleur, je redors bien. C'est pour ça qu'il y a une suite quand même, une suite de mieux-être. Petite question personnelle, mais peut-être qui va intéresser nos auditrices. Je me suis aperçue en faisant des analyses sanguines, là, au moment où j'étais hyper fatiguée, là où je me disais, il y a un truc qui ne va pas, que j'avais un cholestérol hyper haut alors que je mange assez sainement. J'essaye. Est-ce que c'est courant ? Oui, alors c'est courant et ça doit surtout être l'occasion de te poser les questions de est-ce que ce cholestérol peut être lié, est-ce que tu peux faire quelque chose ? Donc si tu dis que tu manges plutôt sainement et que ça a été validé par quelqu'un qui sait comment reconnaître si c'est vraiment sain ou pas, donc c'est bon de ce côté-là. Après, il faut savoir une chose, c'est que le cholestérol, 80% de ce que tu as dans ton sang, on l'auto-fabrique en fait. On appelle ça du cholestérol endogène, c'est-à-dire que c'est notre foie qui fabrique ce cholestérol. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on mange. Donc si, par exemple, tes parents ou tes grands-parents ont tendance à avoir du cholestérol de façon assez importante, il y a de grandes chances que tu fasses du cholestérol. Si c'est ça isolé, c'est pas très grave. Si en revanche, tu as aussi de l'hypertension, aussi une petite insulinorésistance, aussi ton tour abdominal qui ça s'élargit, là, il faut commencer à faire peut-être plus d'activité physique parce que ça fait bien baisser le cholestérol. Manger plus de produits qui contiennent des fibres, et si possible des fibres solubles comme les légumes frais, plus que les légumes secs qui contiennent eux des fibres insolubles. Intéressant aussi, mais moins pour le cholestérol. Et faire bouger ces paramètres pour essayer d'améliorer un peu les choses. J'ai une grand-mère dont le régime principal était tartine au beurre, une grand-mère bretonne, et ricoré. C'est peut-être ça. Alors, elle, je ne sais pas si elle avait des cholestérols, mais en fait, tu te rends compte que c'est rarement très corrélé ni à la prise de poids, ni à la qualité alimentaire. Alors, on entend beaucoup parler de régime méditerranéen qui serait le meilleur pour les femmes de notre âge, une fois ménopausées. Est-ce que c'est vrai ?
Alors, en fait, et qu'est-ce que c'est ? C'est un peu le meilleur tout au long de la vie. Le régime méditerranéen, en vrai, c'est quand même un régime qui est très, très promu pour avoir une santé la mieux possible. C'est un régime qui est fait à base, qui repose sur beaucoup de fruits et de légumes frais, beaucoup de poissons. Des poissons, si possible, petits, type sardines, maquereaux, qui contiennent beaucoup d'oméga 3, des céréales les plus complètes possibles, et ensuite, tout en haut de la pyramide, si tu fais une pyramide et que tu vas du plus important dans l'assiette au moins important, tout en haut de la pyramide, tu as les produits laitiers et les produits sucrés, les fameux sucres libres-là. C'est vrai que c'est celui qu'on continue à promouvoir, faute de plus d'informations sur les besoins réels de la femme ménopausée. Et le jeûne intermittent, c'est hyper à la mode. Est-ce que tu le conseilles, toi ? Alors, je rappelle qu'on ne mange pas pendant 16 heures, c'est ça l'idée ? Ça dépend, il y a plusieurs formules. C'est ou 16-8 ou 14-10, je crois qu'on peut... alors, je ne le conseille pas en tant que tel. En revanche, comme moi, je travaille beaucoup sur les sensations alimentaires de faim, d'envie de manger, de rassasiement et de satisfaction de ses envies. Ce que je conseille, c'est que si les personnes n'ont pas faim au moment de petit déjeuner, à la rupture du jeûne de la nuit, ça sert à rien de manger. Ce serait dommage de manger pour manger sous prétexte de je ne sais quoi, que le petit déjeuner, c'est le moment le plus important de la journée, ou je sais pas quoi. Là, à ce moment-là, ça va peut-être faire un jeûne intermittent, mais par le ressenti, pas par la règle imposée. Est-ce que tu peux nous parler, pour terminer, de La ménopause fait son cinéma ? Ah ouais, La ménopause fait son cinéma, c'est un événement qui a été monté par un petit collectif de 5 femmes qui s'appelle Passerelle, ce collectif. Et l'idée, c'était justement, après que j'ai commencé à écrire ce livre, on s'est rencontrés avec une de ces 5 femmes, puis ensuite avec les autres. On est toutes professionnelles ou de la communication, de l'événementiel ou de la santé. Et en fait, le constat qu'on a fait, c'est celui qu'on fait tous les jours, c'est qu'on ne parle pas assez de la ménopause, que c'est un temps de vie qui est complètement ignoré. Sur lesquels... sur lesquels les femmes tombent, là, boum, là, comme si elles tombaient d'un ravin. Ouais. Et donc, l'idée, ça a été de monter, grâce à des partenaires d'ailleurs financiers, parce qu'évidemment, c'est un gros barnum, d'aller dans 10 villes de France qui sont relativement démunies en ressources d'information ou ressources médicales, donc 10 villes de taille moyenne en France, entre octobre 2024 et avril 2025, pour projeter un film documentaire entrecoupé d'échanges entre la salle et un gynécologue qui vient donner de l'éclairage sur toutes les questions des femmes. Génial. Et ce qu'on a appelé un grand témoin, donc parfois c'est moi, le grand témoin, qui vient donner un éclairage sur son prisme. On a par exemple Juliette Moreau qui a monté une application My Yes Life qui vient parfois en tant que grand témoin. On a Odayo qui a le podcast La fin des règles. Enfin voilà, on a des gens comme ça qui ont quelque chose à apporter, une vision. Et écoute, c'est génial parce que on se rend compte, là, vraiment, on va au contact du besoin des personnes de parler, d'entendre, d'avoir de l'information. Super initiative, en tout cas. Je rappelle aussi le titre de ton livre, La révolution ménopause, chez Solar et Dr Good. Merci beaucoup, Laurence. Merci à toi. Passée chez moi dans cet épisode de Chaud Dedans. Merci à Paul Berthiaud, Marie Jaworski pour le montage et la réalisation. Merci à Marie Foulon et Juliette Livartowski qui m'ont aidé pour la production. Je rappelle aussi, ton compte Instagram, La Psy des Kilos, ça s'appelle. N'oubliez pas d'aller aussi sur le compte Instagram de Chaud Dedans et de vous abonner sur les plateformes pour ne rater aucun épisode. Prenez soin de vous.